bonsoir et bienvenue sur les sciences nocturnes. Si je vous dis que vous portez en vous une montre d'une précision stupéfiante, une montre que vous n'avez jamais vue, jamais touchée et dont vous ignorez probablement l'existence. Cette montre ne possède ni aiguille ni cadran, elle ne fait aucun bruit et pourtant elle dicte une partie considérable de votre existence quotidienne. Elle décide quand vous avez faim, quand vous êtes fatigué, quand votre cerveau fonctionne à plein régime et quand il ralentit jusqu'à presque s'éteindre. Cette montre invisible influence votre humeur, votre capacité à vous concentrer, la qualité de votre sommeil et même votre espérance de vie. Le plus surprenant dans tout cela, c'est que cette horloge interne continue de fonctionner, même si vous vous enfermiez dans une grotte sans aucune lumière pendant des semaines entières. Des scientifiques l'ont fait d'ailleurs, et les résultats de ces expériences souterraines ont bouleversé notre compréhension de la biologie humaine. Mais voici la question qui devrait vraiment vous interpeller ce soir. Et si vous viviez depuis des années en décalage complet avec cette horloge que vous portez en vous? Et si ce décalage silencieux était responsable de bien plus de problèmes que vous ne l'imaginez? Ce soir, nous allons plonger ensemble dans les mécanismes fascinants de votre horloge biologique interne, comprendre comment elle fonctionne au niveau le plus fondamental, découvrir les erreurs que nous commettons tous sans le savoir et apprendre à synchroniser notre vie avec ce chef d'orchestre invisible qui règle le tempo de notre organisme tout entier. L'histoire de notre compréhension des rythmes biologiques commence bien avant l'invention des laboratoires modernes et des techniques sophistiquées d'imagerie cérébrale. En 1729, un astronome français du nom de Jean-Jacques d'Orthous de Meyran réalise une expérience qui semble presque trop simple pour avoir des conséquences scientifiques majeures. Il observe une plante sensitive, la Mimosa pudica, dont les feuilles s'ouvrent pendant la journée et se referment la nuit. De Meyran se pose alors une question fondamentale, qui allait changer notre vision du vivant. Est-ce que cette plante réagit simplement à la lumière du soleil, ou possède-t-elle une sorte d'horloge interne qui anticipe l'alternance du jour et de la nuit? Pour le découvrir, il place la plante dans une armoire complètement obscure, la privant de toute exposition à la lumière naturelle. Le résultat est stupéfiant. Même dans l'obscurité totale, les feuilles continuent de s'ouvrir et de se fermer selon un rythme régulier d'environ 24 heures. La plante ne réagissait pas passivement à son environnement lumineux, elle possédait bel et bien une horloge interne qui continuait de fonctionner indépendamment des signaux extérieurs. Cette découverte, publiée dans les mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris, représente le premier témoignage scientifique documenté de l'existence des rythmes circadiens. Le terme circadien lui-même ne sera inventé que bien plus tard, en 1959, par le physiologiste roumain Franz Halberg, à partir du latin circa, signifiant environ, et dies, signifiant jour. Ce nom capture parfaitement l'essence de ces rythmes dont la durée approximative est de 24 heures. Pendant près de 2 siècles après l'expérience de Meyran, les scientifiques ont continué d'étudier ces rythmes biologiques chez les plantes, les insectes et les animaux, mais la nature exacte du mécanisme sous-jacent restait un mystère complet. Comment une cellule vivante pouvait-elle mesurer le temps avec une telle précision? Où se trouvait cette horloge et de quoi était-elle faite au niveau moléculaire? La percée décisive est venue de l'étude d'un petit insecte que la plupart d'entre nous considérons comme une nuisance dans nos cuisines pendant l'été, la drosophile, ou mouche du vinaigre. En 1971, les chercheurs Seymour Benzer et Ronald Konopka de l'Institut de technologie de Californie identifient pour la première fois un gène qui, lorsqu'il est muté, perturbe complètement le rythme circadien de ces mouches. Ils nomment ce gène période. Car les mouches mutantes présentent des cycles de comportement anormalement courts, anormalement longs ou complètement chaotiques selon le type de mutation.
C'était la première preuve concrète que l'horloge biologique avait une base génétique, qu'elle était inscrite dans l'ADN même des organismes vivants. Mais il faudra encore plus d'une décennie pour que les scientifiques comprennent exactement comment ce gène fonctionnait et comment il permettait aux cellules de mesurer le passage du temps. Cette compréhension allait valoir à 3 chercheurs américains le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2017. Une reconnaissance tardive, mais amplement méritée pour l'une des découvertes les plus fondamentales de la biologie moderne. Les 3 lauréats du Nobel 2017, Jeffrey Hall, Michael Rosbash et Michael Young, ont passé des décennies à décortiquer le mécanisme moléculaire de l'horloge circadienne avec une patience et une persévérance remarquables. Au milieu des années 1980, Hall et Rosbash, travaillant ensemble à l'université Brandeis dans le Massachusetts, ainsi que Young, travaillant indépendamment à l'université Rockefeller à New York, réussissent à isoler le gène période et à comprendre son fonctionnement. Voici ce qu'ils découvrent. Le gène période code pour une protéine appelée PER qui s'accumule progressivement dans les cellules pendant la nuit. Cette protéine entre ensuite dans le noyau de la cellule où elle bloque sa propre production en inhibant l'activité du gène qui l'a créée. Une fois que la production est arrêtée, les protéines PER existantes sont progressivement dégradées au cours de la journée, ce qui permet au gène période de recommencer à fonctionner. Et le cycle recommence. Ce mécanisme de rétroaction négative, où un produit génétique inhibe sa propre synthèse, crée une oscillation qui prend environ 24 heures pour accomplir un cycle complet. C'est élégant, c'est simple dans son principe, et c'est absolument universel. Des versions de ce mécanisme existent dans pratiquement tous les organismes vivants, des bactéries les plus primitives jusqu'aux êtres humains les plus complexes. Le fait que ce système soit si conservé à travers l'évolution témoigne de son importance fondamentale pour la survie. Mais le gène période n'agit pas seul. Au fil des années, les chercheurs ont découvert tout un réseau de gènes et de protéines qui travaillent ensemble pour créer et maintenir le rythme circadien. Michael Young a identifié un deuxième gène crucial qu'il a nommé Timeless, dont la protéine TMC s'associe à la protéine PER pour l'aider à entrer dans le noyau cellulaire. D'autres gènes essentiels ont été découverts par la suite, Clock et Bumalin, qui activent la transcription du gène période, ainsi que Cryptochrome, qui joue un rôle similaire à Timeless chez les mammifères. Ensemble, ces composants forment une boucle de rétroaction transcriptionnelle et traductionnelle, un terme technique qui décrit simplement le va-et-vient constant entre la production de protéines et leur effet inhibiteur sur les gènes qui les produisent. Cette machinerie moléculaire est si précise qu'elle maintient un rythme d'environ 24 heures, même en l'absence totale de signaux environnementaux. Cependant, cette horloge n'est pas parfaitement précise. Laissée à elle-même, elle dérive légèrement, ce qui explique pourquoi nous avons besoin de signaux externes, principalement la lumière du soleil, pour la remettre à l'heure chaque jour. Sans cette synchronisation quotidienne, notre horloge interne se décalerait progressivement par rapport au cycle naturel du jour et de la nuit, créant des perturbations importantes dans notre physiologie et notre comportement. Chez l'être humain, le chef d'orchestre de toute cette symphonie circadienne est une minuscule structure située au cœur du cerveau, juste au-dessus du point où les nerfs optiques se croisent. Cette structure s'appelle le noyau suprachiasmatique, souvent abrégé NSC en français ou SCNN en anglais, et elle contient environ 20 000 neurones spécialisés dans la mesure du temps. 20 000 neurones, cela peut sembler beaucoup, mais comparé aux quelques 86 milliards de neurones que contient le cerveau humain, c'est une quantité infime. Pourtant, ces 20 000 cellules exercent une influence disproportionnée sur le fonctionnement de l'organisme tout entier. Chacun de ces neurones possède sa propre horloge moléculaire, basée sur les gènes et les protéines que nous avons décrits précédemment, et ils se synchronisent entre eux pour produire un signal unifié et cohérent. Ce signal est ensuite transmis à toutes les autres régions du cerveau
et par l'intermédiaire du système nerveux autonome et des hormones, à tous les organes du corps. Le noyau suprachiasmatique agit comme un métronome central qui coordonne les horloges périphériques présentes dans le foie, les reins, les muscles, le tissu adipeux et pratiquement tous les autres tissus de l'organisme. La découverte de ces horloges périphériques a été une surprise majeure pour les chercheurs, car on pensait initialement que seul le cerveau possédait la capacité de mesurer le temps biologique. La position anatomique du noyau suprachiasmatique n'est pas un hasard de l'évolution. Il est situé directement au-dessus du chiasma optique, le point de croisement des nerfs optiques, ce qui lui permet de recevoir des informations lumineuses en provenance des yeux avec un minimum de détour. Mais ces informations ne proviennent pas des cônes et des bâtonnets classiques que nous utilisons pour la vision consciente. Dans les années 1990 et au début des années 2000, les chercheurs ont découvert un troisième type de cellules photosensibles dans la rétine humaine, appelées cellules ganglionnaires à mélanopsine, ou IPRGC pour intrinsicale photosensitive retinale ganglioncelle. Ces cellules ne contribuent pas directement à notre capacité de voir le monde qui nous entoure, mais elles sont extrêmement sensibles à la lumière, en particulier à la lumière bleue, d'une longueur d'onde d'environ 480 nanomètres. Lorsqu'elles détectent de la lumière, elles envoient un signal direct au noyau suprachiasmatique par un faisceau nerveux spécialisé, appelé le tractus rétino-hypothalamique. Ce signal lumineux permet à l'horloge centrale de se synchroniser avec le cycle naturel du jour et de la nuit, un processus appelé entraînement photique. C'est cette connexion directe entre la rétine et l'horloge biologique qui explique pourquoi l'exposition à la lumière artificielle le soir peut perturber si profondément notre rythme circadien, un phénomène que nous explorerons en détail plus tard dans cette vidéo. Pour comprendre l'impact du noyau suprachiasmatique sur notre quotidien, il est instructif d'examiner ce qui se passe lorsqu'il est endommagé ou détruit. Des études menées sur des animaux de laboratoire ont montré que la destruction du noyau suprachiasmatique abolit complètement les rythmes circadiens du sommeil, de l'alimentation, de la température corporelle et de la sécrétion hormonale. Les animaux ne deviennent pas incapables de dormir ou de manger, mais ces comportements perdent leur organisation temporelle et se produisent de manière aléatoire tout au long de la journée. Chez l'être humain, des lésions du noyau suprachiasmatique causées par des tumeurs, des accidents vasculaires cérébraux ou des traumatismes peuvent produire des syndromes similaires, caractérisés par une incapacité à maintenir un cycle veille-sommeil régulier. Ces patients souffrent d'une condition appelée trouble du rythme circadien en libre cours, où leur horloge interne dérive continuellement, les faisant vivre sur un cycle d'environ 25 heures plutôt que sur le cycle de 24 heures imposé par la rotation de la Terre. Cette dérive progressive signifie qu'ils se décalent d'environ 1 heure par jour par rapport au reste de la société, ce qui rend la vie professionnelle et sociale extrêmement difficile à gérer. Les personnes aveugles qui ne perçoivent aucune lumière sont également susceptibles de développer ce trouble, car leur noyau suprachiasmatique ne reçoit pas les signaux lumineux nécessaires pour se synchroniser. L'une des manifestations les plus évidentes de l'horloge circadienne dans notre vie quotidienne est le rythme de sécrétion de 2 hormones clés, le cortisol et la mélatonine. Ces 2 hormones peuvent être considérées comme les messagers chimiques par lesquels l'horloge centrale communique avec le reste du corps, lui indiquant quand il est temps d'être actif et quand il est temps de se reposer. Le cortisol, souvent appelé l'hormone du stress, atteint son pic de concentration dans le sang environ 30 minutes après le réveil, dans ce que les scientifiques appellent la réponse d'éveil du cortisol. Ce pic matinal nous aide à nous sentir alertes et énergiques au début de la journée, mobilisant les réserves de glucose du foie et préparant le corps et l'esprit à affronter les défis qui nous attendent. Tout au long de la journée, les niveaux de cortisol diminuent progressivement, atteignant leur point le plus bas vers minuit, ce qui coïncide avec la période
où nous devrions normalement être profondément endormis. La mélatonine suit un schéma exactement inverse. Sa sécrétion par la glande pinéale, une petite structure située au centre du cerveau, est inhibée par la lumière et stimulée par l'obscurité. Les niveaux de mélatonine commencent à augmenter environ 2 heures avant notre heure habituelle de coucher, un phénomène appelé Dim Light Melatonin Onset, et atteignent leur pic au milieu de la nuit avant de diminuer progressivement vers le matin. La mélatonine ne provoque pas directement le sommeil, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Elle agit plutôt comme un signal de la nuit biologique, informant le corps que c'est le moment approprié pour dormir et facilitant la transition vers le sommeil. Cette distinction est importante car elle explique pourquoi prendre des suppléments de mélatonine n'est pas aussi efficace pour traiter l'insomnie que beaucoup l'espèrent. La mélatonine est plus utile pour recaler l'horloge biologique, par exemple en cas de décalage horaire ou de travail posté, que pour induire le sommeil chez quelqu'un dont l'horloge est déjà correctement synchronisée. Les récepteurs de la mélatonine sont présents non seulement dans le cerveau, mais aussi dans de nombreux organes périphériques, où cette hormone contribue à synchroniser les fonctions métaboliques avec le cycle jour-nuit. Des recherches récentes suggèrent que la mélatonine possède également des propriétés antioxydantes et pourrait jouer un rôle dans la protection contre certaines maladies liées au vieillissement, bien que ces effets soient encore à l'étude et ne doivent pas être considérés comme définitivement prouvés. Ce qui est certain, c'est que la perturbation de la sécrétion naturelle de mélatonine par l'exposition à la lumière artificielle le soir représente l'un des défis majeurs de la vie moderne pour notre horloge biologique, un sujet sur lequel nous reviendrons en détail. Au-delà de ces variations hormonales, l'horloge circadienne influence pratiquement tous les aspects de notre physiologie, de manière cyclique et prévisible. La température corporelle, par exemple, suit un rythme circadien prononcé, avec un minimum vers 4 ou 5 heures du matin et un maximum en fin d'après-midi, vers 17 ou 18 heures. Cette variation peut sembler minime, environ un demi-degré Celsius d'amplitude, mais elle a des implications importantes pour le sommeil et la performance physique. Le début de la baisse de température corporelle en soirée contribue à faciliter l'endormissement, tandis que le pic d'après-midi coïncide avec la période de performance athlétique optimale pour de nombreuses personnes. La pression artérielle suit également un rythme circadien, avec une chute nocturne d'environ 10 à 20% chez les individus en bonne santé. Un phénomène appelé l'absence de cette chute nocturne, observée chez certains patients hypertendus, est associé à un risque accru de complications cardiovasculaires. La fonction rénale, la sensibilité à l'insuline, la coagulation sanguine, la réponse immunitaire et même la sensibilité à la douleur varient toutes selon le moment de la journée, témoignant de l'emprise omniprésente de l'horloge biologique sur notre organisme. Cette réalité a des implications pratiques importantes pour la médecine, donnant naissance à un domaine appelé chronothérapie, qui cherche à optimiser le moment d'administration des médicaments. L'idée que nous sommes tous régis par la même horloge biologique universelle est une simplification excessive. En réalité, il existe des variations significatives entre les individus dans le timing de leur horloge circadienne, des variations qui définissent ce que les scientifiques appellent le chronotype. Vous connaissez probablement les termes populaires pour décrire ces différences. Les lève-tôt, souvent appelés alouettes en français, ou morning larks en anglais, et les couche-tard, appelés hiboux ou night owls. Ces différences ne sont pas simplement des préférences comportementales ou des habitudes acquises, elles reflètent de véritables différences biologiques dans le fonctionnement de l'horloge interne. Les personnes ayant un chronotype matinal ont une horloge circadienne qui fonctionne légèrement plus rapidement, avec une période endogène légèrement inférieure à 24 heures,
ce qui les pousse naturellement à se coucher tôt et à se lever tôt. À l'inverse, les personnes ayant un chronotype tardif ont une horloge qui fonctionne un peu plus lentement, ce qui les amène à préférer des horaires décalés vers le soir et la nuit. Ces différences sont en partie déterminées génétiquement, avec des polymorphismes dans les gènes de l'horloge, comme période 3, qui sont associés à des préférences matinales ou vespérales. Cependant, le chronotype est également influencé par des facteurs environnementaux et change de manière prévisible au cours de la vie. Le chronotype évolue de façon remarquable avec l'âge, suivant une trajectoire qui a des implications importantes pour notre société et ses institutions. Les jeunes enfants sont généralement des lève-tôt, avec un chronotype matinal prononcé qui fait le bonheur de leurs parents le week-end. Au début de l'adolescence, vers l'âge de 11 ou 12 ans, le chronotype commence à se décaler progressivement vers le soir, un phénomène qui atteint son apogée vers l'âge de 19 ou 20 ans. C'est la raison pour laquelle les adolescents et les jeunes adultes ont tant de mal à se lever le matin et préfèrent rester éveillés tard dans la nuit, un comportement souvent attribué à la paresse ou à l'irresponsabilité mais qui a en réalité des fondements biologiques solides. Après le pic de la fin de l'adolescence, le chronotype commence à revenir progressivement vers le matin, un processus qui se poursuit tout au long de l'âge adulte et du vieillissement. Les personnes âgées ont généralement un chronotype très matinal, ce qui explique pourquoi vos grands-parents se lèvent à l'aube sans effort apparent. Cette évolution du chronotype avec l'âge a des implications pratiques importantes, notamment pour l'éducation. De nombreuses études ont montré que les horaires scolaires matinaux imposés aux adolescents sont en conflit direct avec leur biologie, conduisant à une privation de sommeil chronique et à des performances académiques diminuées. Des expériences de retardement des horaires, de début des cours, dans certaines écoles, ont montré des améliorations significatives dans la santé et les résultats scolaires des élèves. La différence entre notre chronotype biologique et les horaires sociaux qui nous sont imposés crée ce que le chronobiologiste allemand Till Roenberg a appelé le jet lag social. Contrairement au décalage horaire classique que nous expérimentons après un vol transatlantique, le jet lag social est une condition chronique résultant de la nécessité de se lever à des heures incompatibles avec notre horloge biologique, généralement pour des raisons professionnelles ou scolaires. Ce phénomène est particulièrement prononcé chez les personnes ayant un chronotype tardif, qui doivent forcer leur corps à fonctionner à des heures où leur horloge interne leur dit encore qu'il fait nuit. Le jet lag social peut être quantifié en calculant la différence entre le point médian du sommeil pendant les jours de travail et pendant les jours de repos. Chez certaines personnes, cette différence peut atteindre 2, 3, voire 4 heures, ce qui équivaut à voyager à travers plusieurs fuseaux horaires chaque fin de semaine. Les recherches de Roenberg et d'autres scientifiques ont montré que le jet lag social est associé à de nombreuses conséquences négatives pour la santé, notamment un risque accru d'obésité, de dépression, de maladies cardiovasculaires et de consommation de substances comme l'alcool et le tabac. Ces associations ne prouvent pas nécessairement un lien de causalité directe, mais elles soulignent l'importance de prendre en compte les différences individuelles dans le chronotype lors de la conception des horaires de travail et d'études. La lumière est le synchroniseur le plus puissant de notre horloge biologique, le facteur environnemental qui permet de remettre les pendules à l'heure chaque jour. Mais toutes les lumières ne sont pas égales dans leur capacité à influencer le système circadien. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les cellules ganglionnaires à mélanopsine de la rétine sont particulièrement sensibles à la lumière bleue d'une longueur d'onde d'environ 480 nanomètres. Cette sensibilité spécifique a évolué parce que la lumière naturelle du Soleil est particulièrement riche en longueur d'onde bleue pendant la journée, surtout en fin de matinée et en début d'après-midi. La lumière du soir, au coucher du soleil, a une composition spectrale différente, plus riche en longueurs d'onde rouges et orangées,
ce qui signale naturellement à notre cerveau que la nuit approche. Le problème, c'est que nous vivons désormais dans un environnement lumineux radicalement différent de celui dans lequel notre système circadien a évolué. L'éclairage artificiel, en particulier celui des écrans d'ordinateur, de smartphones et de téléviseurs, émet une quantité significative de lumière bleue. L'exposition à cette lumière bleue le soir supprime la sécrétion de mélatonine, retarde l'horloge circadienne et rend l'endormissement plus difficile. Des études ont montré que quelques heures d'utilisation d'une tablette ou d'un smartphone avant le coucher peuvent retarder l'horloge d'1 à 2 heures et réduire la qualité du sommeil subséquent. Les solutions proposées pour atténuer l'impact de la lumière artificielle le soir comprennent les lunettes filtrant la lumière bleue, les applications qui modifient la couleur des écrans vers des tons plus chauds en soirée et tout simplement la réduction du temps passé devant les écrans avant le coucher. Cependant, l'efficacité de ces approches varie et aucune ne peut complètement compenser l'effet d'une exposition lumineuse intense le soir. Le problème inverse existe également. Nous passons trop peu de temps exposés à la lumière naturelle pendant la journée. Dans les sociétés pré-industrielles, les humains passaient la majeure partie de leur temps éveillés à l'extérieur, exposés à une lumière d'une intensité de plusieurs dizaines de milliers de lux, l'unité de mesure de l'éclairement. En comparaison, l'éclairage intérieur typique d'un bureau ou d'un domicile atteint rarement plus de 300 à 500 lux, soit 100 fois moins que la lumière extérieure par une journée ensoleillée. Cette sous-exposition à la lumière pendant la journée affaiblit le signal qui synchronise notre horloge, rendant le système circadien plus vulnérable aux perturbations causées par la lumière artificielle le soir. Pour une hygiène circadienne optimale, les experts recommandent donc non seulement de réduire l'exposition à la lumière le soir, mais aussi d'augmenter l'exposition à la lumière naturelle pendant la journée, idéalement en passant du temps à l'extérieur le matin. Cette exposition matinale à la lumière aide à avancer l'horloge et à renforcer les rythmes circadiens de manière générale. Parlons maintenant des conséquences sur la santé lorsque notre horloge biologique est chroniquement perturbée. Les preuves accumulées au cours des dernières décennies sont alarmantes et méritent notre attention sérieuse. Le travail posté, qui concerne environ 15 à 20% de la population active dans les pays industrialisés, représente l'une des perturbations circadiennes les plus sévères que des êtres humains peuvent expérimenter de manière prolongée. Les travailleurs de nuit doivent inverser leur cycle veille-sommeil, dormant le jour et travaillant la nuit, ce qui va directement à l'encontre des signaux envoyés par leur horloge interne et par l'environnement lumineux. Des études épidémiologiques de grande envergure ont montré que le travail posté prolongé est associé à un risque accru de nombreuses maladies chroniques. Les travailleurs de nuit ont un risque plus élevé de diabète de type 2, d'obésité, de maladies cardiovasculaires incluant l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral, et de certains types de cancers, notamment le cancer du sein chez les femmes. En 2019, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé, a classé le travail posté impliquant une perturbation circadienne comme probablement cancérogène pour l'homme, une classification de catégorie 2A sur leur échelle. Cette classification ne signifie pas que le travail de nuit cause automatiquement le cancer, mais elle indique que les preuves scientifiques sont suffisamment solides pour justifier une préoccupation sérieuse. Les mécanismes biologiques qui lient la perturbation circadienne à ces problèmes de santé sont multiples et interconnectés. La perturbation du rythme de la mélatonine, dont les propriétés antioxydantes pourraient avoir des effets protecteurs contre le cancer, est l'une des hypothèses avancées. La désynchronisation entre l'horloge centrale du noyau suprachiasmatique et les horloges périphériques des organes métaboliques, comme le foie et le pancréas, perturbe le métabolisme du glucose et des lipides, favorisant la résistance à l'insuline et l'accumulation de graisse. Le sommeil de jour
qui est la seule option pour les travailleurs de nuit, est généralement de moins bonne qualité et de durée plus courte que le sommeil nocturne, en raison de l'incompatibilité avec les signaux de l'horloge interne et de l'environnement lumineux et sonore. Cette privation de sommeil chronique a elle-même des effets néfastes sur le système immunitaire, le métabolisme et la fonction cognitive. L'inflammation chronique de bas grade, un facteur de risque pour de nombreuses maladies, est également observée chez les personnes dont le rythme circadien est perturbé. Il est important de noter que ces risques augmentent avec la durée et l'intensité de l'exposition au travail posté, ce qui suggère un effet cumulatif au fil du temps. Cela ne signifie pas que les travailleurs de nuit sont condamnés à développer ces maladies, mais plutôt qu'ils doivent être particulièrement vigilants concernant les autres facteurs de risque modifiables, comme l'alimentation, l'exercice et le tabagisme. Le décalage horaire classique, celui que nous expérimentons après un voyage aérien à travers plusieurs fuseaux horaires, offre une illustration aiguë mais temporaire des effets de la désynchronisation circadienne. Lorsque nous voyageons rapidement vers l'est ou l'ouest, notre horloge interne reste initialement réglée sur l'heure de notre point de départ, tandis que notre environnement et nos obligations sociales nous demandent de fonctionner selon l'heure locale de notre destination. Les symptômes du décalage horaire sont familiers à tous ceux qui ont vécu cette expérience. Fatigue excessive, difficulté d'endormissement ou réveil prématuré, troubles digestifs, difficultés de concentration, irritabilité et malaise général. La durée nécessaire pour se réadapter complètement dépend du nombre de fuseaux horaires traversés et de la direction du voyage. En règle générale, il faut environ un jour de récupération pour chaque fuseau horaire traversé, bien que cette estimation varie considérablement d'une personne à l'autre. Les voyages vers l'Est sont généralement plus difficiles que les voyages vers l'Ouest, car il est plus facile de retarder notre horloge en restant éveillé plus tard que de l'avancer en s'endormant plus tôt. Cette asymétrie reflète le fait que la période endogène de notre horloge est légèrement supérieure à 24 heures chez la plupart des gens, ce qui crée une tendance naturelle à dériver vers des horaires plus tardifs. La manipulation stratégique de l'exposition à la lumière peut accélérer l'adaptation aux nouveaux fuseaux horaires, en s'exposant à la lumière au moment approprié et en l'évitant à d'autres moments. Le lien entre l'horloge circadienne et le sommeil est intime, mais plus complexe qu'on ne le pense généralement. Le sommeil et le rythme circadien sont en fait régulés par deux systèmes distincts, mais interconnectés. Le premier est la pression homéostatique du sommeil, qui augmente progressivement pendant que nous restons éveillés et diminue pendant que nous dormons. Cette pression est liée à l'accumulation de certaines substances dans le cerveau, notamment l'adénosine. Plus nous restons éveillés longtemps, plus la pression de sommeil devient forte, jusqu'à ce qu'elle devienne irrésistible. Le second système est le signal d'alerte circadien envoyé par le noyau suprachiasmatique, qui varie au cours de la journée de 24 heures. Ce signal est relativement faible le matin, ce qui permet à la pression de sommeil résiduelle de se dissiper et de nous réveiller en douceur. Il atteint son maximum en fin d'après-midi et début de soirée, contrebalançant la pression de sommeil accumulée au cours de la journée et nous permettant de rester alertes et fonctionnels. Puis il diminue rapidement en soirée, ouvrant ce que les chercheurs appellent la porte du sommeil, une fenêtre temporelle où l'endormissement est facilité par l'absence de résistance circadienne. C'est l'interaction dynamique entre ces deux systèmes qui détermine quand nous nous sentons somnolents et quand nous nous sentons alertes. Cette architecture à deux processus explique plusieurs phénomènes qui semblent paradoxaux à première vue. Par exemple, vous avez peut-être remarqué qu'il peut être plus difficile de s'endormir après une très longue journée épuisante si vous avez dépassé votre fenêtre d'endormissement habituelle. La pression de sommeil est certainement très élevée, mais si vous êtes resté éveillé jusqu'à un point où le signal d'alerte circadien augmente à nouveau, ce dernier peut bloquer temporairement l'endormissement malgré votre fatigue. Le phénomène de la zone interdite du sommeil, une période d'environ 2 à 3 heures avant l'heure habituelle de coucher,
où l'endormissement est particulièrement difficile, s'explique également par ce modèle. C'est le moment où le signal d'alerte circadien atteint son maximum. De même, le coup de fatigue de début d'après-midi, vers 14 ou 15 heures, que nous attribuons souvent à la digestion du déjeuner, correspond en réalité à une baisse transitoire du signal d'alerte circadien. Cette baisse est une caractéristique universelle du rythme circadien humain et se produit même chez les personnes qui sautent le repas du midi. Dans de nombreuses cultures, notamment dans les pays méditerranéens et en Amérique latine, la tradition de la sieste après le déjeuner tire parti de cette fenêtre naturelle de somnolence. La privation de sommeil, qu'elle soit aiguë ou chronique, a des effets dévastateurs sur pratiquement tous les aspects de notre santé physique et mentale, et ces effets sont amplifiés lorsqu'elle se combine avec une perturbation du rythme circadien. Après seulement 24 heures sans sommeil, les performances cognitives déclinent de manière équivalente à un taux d'alcoolémie de 0,1 g par litre, au-dessus du seuil légal de conduite en France. La capacité à maintenir l'attention, à prendre des décisions judicieuses, à mémoriser de nouvelles informations et à contrôler les impulsions est sévèrement compromise. Le système immunitaire commence à s'affaiblir après une seule nuit de mauvais sommeil, avec une réduction de l'activité des cellules tueuses naturelles qui forment notre première ligne de défense contre les infections et le cancer. Les hormones qui régulent l'appétit sont également perturbées, avec une augmentation de la gréline, l'hormone de la faim, et une diminution de la leptine, l'hormone de la satiété. Cela explique pourquoi les personnes privées de sommeil ont tendance à avoir des envies de nourriture riche en calories et en glucides et sont plus susceptibles de prendre du poids sur le long terme. La régulation émotionnelle devient plus difficile, avec une réactivité accrue de l'amygdale, la région du cerveau impliquée dans les émotions négatives, comme la peur et l'anxiété. Cette instabilité émotionnelle peut affecter les relations interpersonnelles et augmenter le risque de conflits et d'accidents. Les conséquences de la privation chronique de sommeil, celles qui résultent de nuits régulièrement écourtées par quelques heures, sont peut-être encore plus insidieuses, car elles s'accumulent silencieusement au fil du temps. De nombreuses personnes pensent s'être adaptées à un sommeil insuffisant et ne ressentent plus la fatigue aiguë des premiers jours de privation. Cette perception d'adaptation est largement illusoire. Les tests objectifs de performance montrent que les déficits cognitifs continuent de s'aggraver avec la durée de la privation, même lorsque la perception subjective de la somnolence se stabilise. Nous perdons la capacité d'évaluer correctement à quel point nous sommes diminués, ce qui est particulièrement dangereux dans des contextes où la sécurité est en jeu, comme la conduite automobile ou l'opération de machines industrielles. Sur le plan de la santé à long terme, la privation chronique de sommeil est associée à un risque accru de pratiquement toutes les maladies chroniques majeures. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, obésité, dépression, anxiété et même maladie d'Alzheimer. Cette dernière association est particulièrement intéressante car elle semble liée au rôle du sommeil dans l'élimination des déchets métaboliques du cerveau, notamment la protéine bêta-amyloïde dont l'accumulation est caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Le système lymphatique, un réseau de canaux qui évacue ces déchets, est particulièrement actif pendant le sommeil profond et fonctionne moins efficacement chez les personnes qui dorment insuffisamment. Revenons maintenant à des considérations plus pratiques et examinons les stratégies qui peuvent nous aider à vivre en meilleure harmonie avec notre horloge biologique. La première et la plus importante de ces stratégies est la régularité. Notre horloge interne fonctionne mieux lorsqu'elle peut compter sur des signaux prévisibles et cohérents d'un jour à l'autre. Se coucher et se lever à des heures relativement constantes, y compris le week-end, est l'une des interventions les plus puissantes pour renforcer les rythmes circadiens et améliorer la qualité du sommeil. Beaucoup de gens utilisent le week-end pour compenser le déficit de sommeil accumulé pendant la semaine de travail. Dormant 3 ou 4 heures de plus,
le samedi et le dimanche matin. Ce comportement est compréhensible étant donné les contraintes de la vie moderne, mais il crée un décalage de l'horloge similaire à celui d'un voyage vers l'ouest, ce qui rend le réveil du lundi matin particulièrement difficile et perpétue le cycle de privation de sommeil. Une meilleure approche, si possible, est de maintenir des horaires relativement constants tout au long de la semaine et de s'accorder 1 heure supplémentaire de sommeil le week-end au maximum, plutôt que de créer un fossé de plusieurs heures entre les jours de travail et les jours de repos. L'exposition à la lumière, comme nous l'avons discuté, est un outil puissant pour ajuster l'horloge biologique. Les experts en chronobiologie recommandent de s'exposer à une lumière vive, idéalement la lumière naturelle du soleil, pendant au moins 30 minutes chaque matin, de préférence peu après le réveil. Cette exposition matinale aide à avancer légèrement l'horloge circadienne et à renforcer le contraste entre le jour et la nuit, ce qui facilite l'endormissement le soir. Pour les personnes vivant dans des régions où la lumière naturelle est rare pendant les mois d'hiver, comme dans le nord de l'Europe, des lampes de luminothérapie émettant une lumière d'intensité élevée, généralement 10 000 lux, peuvent constituer un substitut efficace. Ces lampes sont utilisées depuis les années 1980 pour traiter le trouble affectif saisonnier, une forme de dépression liée au manque de lumière hivernale, mais elles peuvent bénéficier à toute personne souhaitant renforcer ses rythmes circadiens. En fin de journée, la stratégie inverse s'applique. Réduire l'exposition à la lumière vive, en particulier la lumière bleue des écrans, pendant les 2 à 3 heures précédant le coucher, tamiser les lumières de la maison, utiliser des applications qui filtrent la lumière bleue sur les appareils électroniques, ou mieux encore, remplacer le temps d'écran par des activités comme la lecture d'un livre papier sous une lampe chaude peut faciliter considérablement la transition vers le sommeil. L'alimentation joue également un rôle dans la régulation des rythmes circadiens, un domaine de recherche appelé chrononutrition. Les horloges périphériques des organes métaboliques comme le foie, le pancréas et l'intestin sont sensibles non seulement aux signaux de l'horloge centrale, mais aussi aux signaux alimentaires. Le moment où nous mangeons peut donc influencer l'alignement de ces horloges périphériques avec l'horloge centrale. Des études sur des animaux de laboratoire ont montré que des horaires d'alimentation aberrants, comme manger principalement pendant la phase normalement dédiée au repos, peuvent conduire à une désynchronisation des horloges périphériques et à des perturbations métaboliques, même lorsque l'apport calorique total reste identique. Chez l'humain, les preuves suggèrent que manger tard le soir, particulièrement des repas riches et copieux, peut perturber le sommeil et contribuer à la prise de poids. Certains chercheurs recommandent de concentrer l'apport alimentaire pendant la partie active de la journée et de maintenir une période de jeûne d'au moins 12 heures entre le dernier repas du soir et le premier repas du lendemain matin. Cette pratique, parfois appelée alimentation limitée dans le temps, pourrait aider à synchroniser les horloges périphériques et à améliorer les marqueurs métaboliques, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces bénéfices chez l'humain dans des conditions de vie réelles. La température corporelle et la température ambiante sont également liées au rythme circadien de manière importante. Comme nous l'avons mentionné, la température corporelle diminue naturellement le soir, ce qui facilite l'endormissement. Cette baisse de température est initiée par une dilatation des vaisseaux sanguins des extrémités, notamment les mains et les pieds, qui permet au corps de dissiper sa chaleur vers l'environnement. Certaines recherches suggèrent que prendre un bain chaud ou une douche chaude environ 1 à 2 heures avant le coucher peut paradoxalement faciliter cette baisse de température corporelle. La chaleur du bain provoque une dilatation des vaisseaux périphériques. Et lorsque vous sortez de l'eau chaude, cette vasodilatation persiste, accélérant la perte de chaleur et la baisse de température centrale qui suit. La température de la chambre à coucher est également importante. Un environnement légèrement frais, généralement autour de 18 degrés, est considéré comme optimal pour le sommeil. Des températures trop élevées peuvent interférer avec la régulation thermique pendant le sommeil et contribuer à des réveils nocturnes.
Garder les pieds au chaud, par exemple avec des chaussettes, peut aider à maintenir la vasodilatation périphérique qui facilite la perte de chaleur centrale, ce qui peut sembler contradictoire, mais est cohérent avec la physiologie de la thermorégulation pendant le sommeil. L'exercice physique régulier est un autre facteur qui influence positivement les rythmes circadiens et la qualité du sommeil, à condition d'être pratiqué au bon moment. L'activité physique augmente la température corporelle, le rythme cardiaque et les niveaux de certaines hormones, comme le cortisol et l'adrénaline, tous des signaux d'éveil qui peuvent interférer avec le sommeil s'ils se produisent trop près de l'heure du coucher. En règle générale, les experts recommandent d'éviter l'exercice intense dans les 3 à 4 heures précédant le coucher. L'exercice pratiqué plus tôt dans la journée, en revanche, semble avoir des effets bénéfiques sur le sommeil et peut aider à renforcer les rythmes circadiens. L'exercice en extérieur combine les bénéfices de l'activité physique avec ceux de l'exposition à la lumière naturelle, ce qui en fait une stratégie particulièrement efficace pour la santé circadienne. Certaines études suggèrent que l'exercice régulier peut même atténuer les effets négatifs du travail posté sur la santé, bien qu'il ne puisse pas les éliminer complètement. Pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir le soir, une marche ou une séance de sport en fin d'après-midi, environ 4 à 6 heures avant le coucher, pourrait être le moment optimal, car la baisse de température corporelle qui suit naturellement l'exercice coïncidera avec l'heure d'endormissement souhaitée. La caféine et l'alcool sont 2 substances qui méritent une mention particulière en raison de leurs effets sur le sommeil et les rythmes circadiens. La caféine est la drogue psychoactive la plus consommée au monde, présente dans le café, le thé, les boissons énergisantes et de nombreuses boissons gazeuses. Elle fonctionne en bloquant les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, cette substance dont l'accumulation crée la pression de sommeil. La demi-vie de la caféine, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié de la dose soit éliminée de l'organisme, est d'environ 5 à 7 heures chez l'adulte moyen, bien qu'elle varie considérablement d'une personne à l'autre en fonction de facteurs génétiques et d'autres éléments. Cela signifie que si vous buvez une tasse de café contenant 200 mg de caféine à 14 heures, il en restera encore environ 100 mg dans votre système à 20 heures ou 21 heures, suffisamment pour affecter la qualité de votre sommeil. La recommandation générale est d'éviter la caféine dans la seconde moitié de la journée, et les personnes particulièrement sensibles pourraient bénéficier de l'arrêter encore plus tôt. L'alcool, quant à lui, est souvent perçu comme un facilitateur du sommeil, car il a un effet sédatif initial qui peut accélérer l'endormissement. Cependant, à mesure que l'alcool est métabolisé pendant la nuit, il provoque des perturbations de l'architecture du sommeil, réduisant le sommeil paradoxal et augmentant les réveils nocturnes dans la seconde moitié de la nuit. Examinons maintenant quelques conditions médicales spécifiquement liées aux perturbations de l'horloge circadienne. Le syndrome de retard de phase du sommeil est un trouble dans lequel l'horloge biologique est décalée de manière significative vers des horaires tardifs par rapport aux normes sociales. Les personnes atteintes ont une tendance extrême à s'endormir très tard, souvent entre 2 et 6 heures du matin, et à se réveiller en fin de matinée ou en début d'après-midi. Si elles sont autorisées à suivre leurs horaires naturels, elles dorment normalement et se sentent bien. Mais les contraintes professionnelles ou scolaires les forcent généralement à se lever bien avant que leur horloge interne ne le permette, entraînant une privation de sommeil chronique et toutes ses conséquences. Ce syndrome est particulièrement fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes, dont le chronotype est déjà naturellement tardif et peut persister toute la vie chez certaines personnes. Le traitement comprend la thérapie par la lumière le matin pour avancer l'horloge, l'évitement strict de la lumière le soir et parfois l'administration de mélatonine à faible dose plusieurs heures avant l'heure d'endormissement souhaitée. Dans les cas sévères, une technique appelée chronothérapie peut être utilisée, consistant à retarder progressivement l'heure du coucher de quelques heures chaque jour jusqu'à faire le tour du cadran et atteindre l'horaire désiré.
le syndrome d'avance de phase du sommeil est l'inverse du précédent. L'horloge biologique est décalée vers des horaires très matinaux. Les personnes atteintes s'endorment en début de soirée, parfois dès 18 ou 19 heures, et se réveillent en pleine nuit, vers 2 ou 3 heures du matin. Incapables de se rendormir, ce syndrome est plus rare que le retard de phase et est plus fréquent chez les personnes âgées. Des mutations dans certains gènes de l'horloge, notamment le gène PER2, ont été identifiées comme cause de forme familiale de ce syndrome, le trouble du rythme circadien en libre cours, que nous avons mentionné plus tôt, se caractérise par une incapacité à maintenir une synchronisation avec le cycle de 24 heures, l'horloge dérivant progressivement d'environ 1 heure par jour. Ce trouble est fréquent chez les personnes aveugles totales qui ne perçoivent aucune lumière, mais peut également survenir chez des personnes voyantes dans de rares cas. Le traitement repose principalement sur l'administration de mélatonine à heure fixe pour fournir un signal de synchronisation alternatif à la lumière. En 2014, la FDA américaine a approuvé le tasimelteon, un agoniste des récepteurs de la mélatonine, spécifiquement pour le traitement de ce trouble chez les personnes aveugles. Ces troubles circadiens, bien que relativement rares dans leur forme sévère, illustrent les conséquences profondes d'un dysfonctionnement de notre horloge biologique interne. La relation entre les troubles de l'humeur et les rythmes circadiens est un domaine de recherche fascinant qui a des implications thérapeutiques importantes. La dépression majeure et le trouble bipolaire sont tous deux associés à des perturbations des rythmes circadiens, incluant des anomalies dans le timing et l'amplitude des cycles de température corporelle, de sécrétion de cortisol et de mélatonine et du sommeil. Il n'est pas toujours clair si ces perturbations sont une cause, une conséquence ou simplement un corrélat des troubles de l'humeur, mais les preuves suggèrent une relation bidirectionnelle dans laquelle chaque facteur peut influencer l'autre. La thérapie par la lumière, initialement développée pour le trouble affectif saisonnier, s'est révélée efficace également pour certaines formes de dépression non saisonnière. Une technique plus radicale appelée privation de sommeil thérapeutique, où le patient est maintenu éveillé pendant une nuit entière ou une partie de la nuit, peut produire des améliorations rapides et parfois spectaculaires des symptômes dépressifs, bien que ces effets soient généralement temporaires et disparaissent après une nuit de sommeil de récupération. Des chercheurs travaillent sur des moyens de stabiliser ces gains, par exemple en combinant la privation de sommeil avec une avance de phase du cycle veille-sommeil ou avec la thérapie par la lumière. Ces approches chronobiologiques offrent un complément prometteur aux traitements pharmacologiques et psychothérapeutiques traditionnels. Le vieillissement s'accompagne de changements significatifs dans le fonctionnement de l'horloge biologique et dans l'architecture du sommeil. Les personnes âgées tendent vers un chronotype plus matinal, comme nous l'avons discuté, mais elles présentent également une réduction de l'amplitude des rythmes circadiens. Cela signifie que les variations de température corporelle, de sécrétion hormonale et d'autres paramètres physiologiques entre le jour et la nuit deviennent moins prononcées. Cette diminution de l'amplitude circadienne peut contribuer à la fragmentation du sommeil souvent observée chez les personnes âgées, caractérisée par des réveils nocturnes fréquents et une sensation de sommeil moins réparateur. Le noyau suprachiasmatique lui-même subit des changements liés à l'âge, incluant une réduction du nombre de neurones et des modifications dans la sensibilité à la lumière. Parallèlement, les personnes âgées passent souvent moins de temps exposées à la lumière naturelle, particulièrement si leur mobilité est réduite ou si elles vivent en institution. Cette combinaison de facteurs peut créer un cercle vicieux où la faiblesse des signaux circadiens conduit à un mauvais sommeil, qui à son tour affaiblit davantage les rythmes. Des interventions simples, comme l'augmentation de l'exposition à la lumière pendant la journée et le maintien d'horaires réguliers, peuvent aider à renforcer les rythmes circadiens chez les personnes âgées et à améliorer leur sommeil et leur bien-être général. La recherche sur les rythmes circadiens
continue d'avancer à un rythme remarquable, avec de nouvelles découvertes qui élargissent constamment notre compréhension de ce domaine. L'un des développements récents les plus intéressants concerne les implications de la chronobiologie pour la médecine personnalisée. Des chercheurs travaillent sur des méthodes pour déterminer précisément le timing de l'horloge interne d'un individu à partir de simples échantillons de sang ou de salive, en analysant l'expression de gènes circadiens dans ces échantillons. Ces tests, parfois appelés horloges moléculaires, pourraient permettre aux médecins de personnaliser le moment d'administration des médicaments pour maximiser leur efficacité et minimiser leurs effets secondaires. Par exemple, la chimiothérapie administrée à certains moments de la journée peut être plus efficace contre les cellules cancéreuses et moins toxique pour les tissus sains, car les cellules normales et cancéreuses peuvent avoir des rythmes circadiens différents. De même, le moment optimal pour administrer des médicaments contre l'hypertension, le cholestérol ou l'asthme peut varier selon le rythme circadien du patient. La chronopharmacologie, l'étude de l'influence du temps sur l'effet des médicaments, est un domaine en pleine expansion qui promet de révolutionner certains aspects de la pratique médicale dans les années à venir. La génétique de l'horloge circadienne est un autre domaine de recherche active. Bien que les gènes fondamentaux de l'horloge, comme pério, clock et cryptochrome, aient été identifiés depuis des décennies, les scientifiques continuent de découvrir de nouveaux gènes et de nouvelles variantes génétiques qui influencent les rythmes circadiens et le chronotype. Des études d'association à l'échelle du génome, portant sur des centaines de milliers de participants, ont identifié des dizaines de régions génomiques associées à la préférence pour le matin ou le soir. Ces découvertes ouvrent la voie à une meilleure compréhension des différences individuelles dans les rythmes circadiens et pourraient éventuellement conduire à des interventions personnalisées basées sur le profil génétique. Parallèlement, les recherches sur les horloges périphériques et leur coordination avec l'horloge centrale continuent de révéler la complexité du système circadien. Nous savons maintenant que chaque organe, et même chaque cellule du corps, possède sa propre machinerie d'horloge, et que la santé dépend de la synchronisation harmonieuse de toutes ces horloges entre elles et avec le monde extérieur. La désynchronisation de ces horloges périphériques pourrait être un mécanisme important dans le développement de nombreuses maladies, ouvrant de nouvelles pistes pour la prévention et le traitement. L'impact de la lumière artificielle sur notre horloge biologique est devenu un sujet de préoccupation croissante à mesure que notre environnement lumineux continue d'évoluer. L'introduction des ampoules à LED, qui ont largement remplacé les ampoules incandescentes et fluorescentes pour des raisons d'efficacité énergétique, a augmenté notre exposition à la lumière bleue dans nos maisons et nos lieux de travail. Les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, dont l'utilisation a explosé au cours de la dernière décennie, constituent une source particulièrement problématique d'exposition à la lumière le soir, car nous les utilisons souvent dans les heures précédant le coucher et nous les tenons près de nos yeux. Des études épidémiologiques ont montré des associations entre le temps d'écran le soir et les difficultés de sommeil, en particulier chez les enfants et les adolescents. Des initiatives sont en cours pour développer des éclairages plus respectueux de la biologie circadienne, avec des systèmes qui ajustent automatiquement la température de couleur et l'intensité lumineuse en fonction de l'heure de la journée. Certains bâtiments modernes intègrent désormais ce type d'éclairage dynamique, conçu pour imiter les variations naturelles de la lumière du soleil et soutenir les rythmes circadiens de leurs occupants. Ces développements représentent une prise de conscience croissante de l'importance de l'environnement lumineux pour la santé humaine. Avant de conclure ce voyage à travers les mécanismes de notre horloge biologique, prenons un moment pour récapituler les points essentiels et réfléchir à leur signification pour notre vie quotidienne. Vous portez en vous une horloge d'une sophistication remarquable, une horloge qui a évolué pendant des millions d'années pour synchroniser votre physiologie et votre comportement avec le cycle du jour et de la nuit sur notre planète. Cette horloge est inscrite dans vos gènes et s'exprime dans chaque cellule de votre corps
coordonnée par un petit groupe de neurones nichés au cœur de votre cerveau. Elle influence quand vous vous sentez alerte et quand vous vous sentez somnolent, quand votre corps est prêt à manger et quand il est prêt à se réparer, quand votre système immunitaire est à son pic d'activité et quand il se repose. Cette horloge est robuste, mais pas infaillible, et la vie moderne pose des défis sans précédent à son bon fonctionnement. L'éclairage artificiel, les horaires de travail irréguliers, les voyages transméridiens rapides et notre accès constant aux écrans perturbent les signaux dont notre horloge a besoin pour rester synchronisée. Les conséquences de cette désynchronisation chronique sur notre santé sont bien documentées et sérieuses, allant de troubles du sommeil et de l'humeur à un risque accru de maladies métaboliques, cardiovasculaires et même de certains cancers. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à ces défis. La connaissance des mécanismes de l'horloge biologique nous donne les outils pour prendre des décisions informées qui peuvent améliorer significativement notre santé circadienne et notre bien-être général. Des stratégies simples, comme maintenir des horaires de sommeil réguliers, s'exposer à la lumière naturelle le matin, réduire l'exposition à la lumière bleue le soir, faire de l'exercice régulièrement à des heures appropriées et être attentif au timing de nos repas peuvent toutes contribuer à renforcer nos rythmes circadiens et à améliorer la qualité de notre sommeil. Pour les personnes dont le travail ou les circonstances de vie imposent des contraintes particulières sur leur horloge biologique, comme les travailleurs de nuit ou les voyageurs fréquents, des stratégies plus spécifiques peuvent être nécessaires, et une consultation avec un spécialiste de la médecine du sommeil peut être bénéfique. L'important est de reconnaître que notre horloge biologique n'est pas un luxe ou une curiosité scientifique, mais un aspect fondamental de notre physiologie qui mérite autant d'attention que notre alimentation ou notre activité physique. En vivant en harmonie avec notre horloge interne, plutôt qu'en opposition constante avec elle, nous pouvons améliorer non seulement notre sommeil, mais aussi notre santé, notre performance et notre qualité de vie à long terme. Nous arrivons maintenant au terme de cette exploration approfondie de votre horloge biologique interne. J'espère que ce voyage à travers les découvertes scientifiques, les mécanismes moléculaires et les applications pratiques vous a apporté une compréhension nouvelle et une appréciation plus profonde de ce système remarquable que vous portez en vous. De l'expérience pionnière de Jean-Jacques Dortus de Méran, avec sa plante sensitive en 1729, jusqu'au prix Nobel décerné en 2017 à Hall. Rosbach et Jung, l'histoire de la chronobiologie est une histoire de curiosité scientifique, de persévérance et de découverte qui ont transformé notre compréhension de la vie elle-même. Chaque nuit où vous vous endormez paisiblement, chaque matin où vous vous réveillez naturellement sans alarme, chaque après-midi où vous ressentez cette petite baisse de vigilance, vous expérimentez directement le rythme de votre horloge circadienne à l'œuvre. En devenant conscient de ces rythmes et en apprenant à les respecter, vous vous donnez les moyens de vivre une vie plus en phase avec votre biologie, une vie où le sommeil vient naturellement, où l'énergie est disponible quand vous en avez besoin, et où les risques de maladies liés à la désynchronisation circadienne sont minimisés. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre horloge biologique et vous a donné des idées pour améliorer votre santé circadienne, je vous invite à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne Les Sciences Nocturnes pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde fascinant qui se cache dans les mystères de la nuit et du sommeil. En attendant notre prochaine rencontre, prenez soin de votre horloge interne et elle prendra soin de vous.